Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage d'un épisode de la série Outlander. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'épisode 4 de la saison 1, donc qui s'appelle Le Serment d'Allégeance. Alors pour commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment adoré cet épisode, très divertissant, empreint de tension dramatique, avec aussi beaucoup d'humour, des costumes magnifiques, quelques détails de la vie au 18e, fascinants. J'ai vraiment adoré cet épisode, il est très très riche, il démêle certaines intrigues, il apporte de nouveaux éléments, enfin bref, un épisode très complet. Alors, dans mes impressions générales, mais je pense que vous l'aurez remarqué aussi, la moitié de l'épisode se passe sans qu'on ait vu Jaime. Alors c'est cohérent, puisque Jaime doit se cacher, donc il reste caché pour les gens du clan Mackenzie, mais il reste caché pour nous aussi. Et moi, je trouve ça bien qu'on ne le voit pas, et puis de le remarquer aussi. Finalement, on l'attend, puisqu'on attend les scènes qu'il pourrait avoir avec Claire ou d'autres personnages aussi avec lesquels il est en antagonisme. Je suis contente qu'on ne le voit pas trop, notamment avec Claire, parce que ça irait un peu trop vite. Et on ne peut pas... je pense que la série ne peut pas être centrée comme ça dès le départ sur Claire et Jaime. Elle a besoin de s'asseoir et les développements des autres personnages sont également importants pour justement la continuité du show et puis qu'on ait d'autres sujets de préoccupation. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'utilisation de procédés cinématographiques assez modernes et qui donnent du rythme. Alors je pointe deux scènes en particulier. La première, c'est la scène de la chasse au sanglier où on voit une alternance de plans où c'est comme si c'était le regard de Claire ou des chasseurs, donc des plans assez hauts, et puis des plans très bas où on a l'impression d'être à la place du sanglier, et tout ça mélangé dans un rythme assez fou, ça donne vraiment... de la tension et voilà. Enfin, moi, j'étais pas bien à l'aise quand je revisionnais cette scène-là. On est happé. Et la deuxième scène où on sent que le réalisateur a joué comme ça sur des procédés, c'est la scène du jeu de hockey. Enfin, je sais pas trop bien ce que c'est comme jeu. Ça ressemble à du hockey sur gazon sans les roulettes. À la fin de l'épisode où il utilise le réalisateur des effets de slow motion, vous savez, où l'image se ralentit et on voit bien l'exécution de certains gestes. J'ai trouvé ça très graphique et très chouette à regarder. Et oui, autre chose que j'ai oublié de mentionner dans la scène de chasse, ce sont les effets spéciaux. Et alors, j'ai lu que les défenses des sangliers ont été rajoutées après au montage. C'était des sangliers absolument dépourvus de défense qui avaient été filmés. Ça a été rajouté. Et toujours dans cette scène-là, les blessures infligées par le sanglier et qui nous sont montrées à l'écran sont très réalistes, complètement dégoûtantes. Si on repense notamment à la blessure à l'abdomen du pauvre Geordie, franchement, c'était à vomir. Alors, autre chose qui m'a plu dans cet épisode, c'est toutes ces touches qui nous ramènent au XXe siècle et voilà, qui nous font bien être dans la tête de Claire et qui nous, en tant que spectateurs, qui nous rappellent quand même que Claire vient du XXe siècle, qu'elle souhaite y retourner. Et là, je trouve que cet épisode est très, est rempli de petites touches comme ça en rapport avec le XXe siècle. Alors, je vous en cite quelques-unes. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais il y a au moins 2 fois de la musique des années 30-40. Alors bien sûr, il y a toujours ce fameux juron de Claire, Jesus Christ Roosevelt, donc ça c'est dans la version originale, mais voilà. L'utilisation du mot sédatif, là j'y reviendrai dans la scène avec Angus. La référence au magicien d'Oz, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais dans la scène où Claire est avec Lyrie et où elle lui fabrique sa potion d'amour et qu'elle lui dit ce qu'elle doit en faire, elle lui demande
donc d'étendre la poudre sur le seuil de porte de Jamie. Et puis elle dit à Lyrie de répéter plusieurs fois « Il n'y a pas mieux que l'amour, il n'y a pas mieux que l'amour ». En anglais, c'est « There's no place like love » qui remplace la réplique dans Le Magicien d'Oz « There's no place like home ». Donc voilà, cette petite référence au Magicien d'Oz. Qu'est-ce que nous avons encore? On a, en rapport avec le XXe siècle, les pensées de Claire lorsqu'elle fait référence aux festivités d'après-guerre. Ça, c'est au début de l'épisode, lorsqu'elle se retrouve un peu là dans les champs, au milieu de tout le clan Mackenzie qui est en train de préparer la fête. Voilà, ça, je pense que ça a été fait complètement sciemment par les auteurs. On a besoin de prendre conscience que Claire veut repartir vers Frank. Et toutes ces touches nous y ramènent forcément. Enfin, cet épisode nous propose 2 petits clins d'œil, puisque dans l'épisode apparaissent à la fois Ron Moore, donc le scénariste, l'auteur, producteur exécutif de la série, et Diana Gabaldon, l'auteur des romans qui ont inspiré la série. Alors, Ron Moore, il y a vraiment juste un plan caméra qui passe rapidement sur lui, mais on peut le voir dans un très joli costume. D'ailleurs, petit clin d'œil, dans la scène d'ouverture, donc on voit une broche, une chandelle, et dans le fond, on aperçoit la veste du costume que porte Ron Moore dans l'épisode. Et Diana Gabaldon, elle a un peu plus que juste un plan séquence, puisqu'elle a un peu de texte. Elle nous fait apparaître comme une personne un peu snob qui se fait remettre en place par Madame Fitz. C'est truculent, c'est rigolo. Et un peu plus loin, lorsque Murdoch se fait le traducteur de Claire, on l'entend faire un chut, façon de dire c'est moi qui ai écrit ça, tais-toi et écoute plutôt ce qui se passe. Jolie façon de montrer que Diana est très impliquée aussi dans la série. Dernière chose que je voulais pointer, c'est ce personnage. Il n'a pas de texte, il n'y a pas de dialogue, juste un petit passage de caméra, mais pareil, regardez bien et dites-moi si vous l'avez reconnu. Passons à mon top et à mon flop pour cet épisode. Alors, je vais d'abord vous parler de mon flop et je vais en parler rapidement parce que c'est un flop qui naît du fait que je suis lectrice du roman. Et ce que j'avais bien aimé, c'est le passage de description de l'entrée de Gollum dans la grande salle où se tient l'assemblée pour le serment d'allégeance. C'est une belle mise en scène. Il est vêtu de manière assez luxueuse, un manteau bleu ciel brodé de fils d'or, orné de boutons d'argent. Il porte un écusson avec des plumes. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est très emphatique, enfin très, luxueux. On ressent pas forcément ça lorsqu'on regarde la scène. Voilà pour mon flop. Et mon top, alors j'ai pas eu trop de mal à choisir parce que vraiment ce qui m'a fait mourir de rire dans cet épisode, c'est la scène entre Claire et Angus au moment où elle veut se débarrasser de lui et qu'elle lui propose une petite fiole de vin de Porto, forcément avec de la valériane dedans, donc un sédatif. Franchement, cette scène, elle est géniale. Alors surtout, l'acteur qui joue Angus le joue de manière admirable. Et Claire, en contrepartie, avec son répondant, enfin, c'est juste une très très belle scène comique dans cet épisode. Pour cet épisode, j'ai souhaité porter un zoom sur 4 thématiques. Et la première, c'est un peu le thème central de cet épisode, c'est le plan d'évasion de Claire. Donc on la suit tout au long de l'épisode dans la préparation et l'aboutissement de son plan. Ce qu'on peut dire, c'est que
elle a savamment préparé son plan jusque dans les moindres détails, avec la reconnaissance des lieux, que ce soit la forêt, l'écurie, les couloirs du château. Elle a joué au petit poucet en semant ses rubans dans les arbres. Elle a réfléchi à la façon dont elle pourrait se débarrasser de Rupert et Angus. Comment elle a essayé de trouver un cheval, jusqu'au porto apporté par Gaylis, qui est ensuite donné à Angus avec un peu de sédatif créé grâce à de la valériane, son panier de provisions. Alors d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ce fromage qui ressemble vraiment à un brie ou à un camembert français, je ne sais pas si c'est pas anachronique cette histoire-là, enfin bref, peu importe. Donc voilà, on a toute cette préparation. On sent que Claire est très intelligente, vraiment à essayer de penser à tout. D'ailleurs, on est un peu dans sa tête aussi. Tous ces passages musicaux des années 30-40, voilà, on est avec Claire dans cet épisode. Et puis, à côté de ça, on a tous ces petits cailloux dans la chaussure, tous ces petits accros dans son plan et qui sont figurés par l'intervention de différents personnages. Alors, d'abord, les doutes et les questions de Gaylis, qui est toujours aussi mystérieuse pour moi. Enfin, on sent vraiment qu'elle met son doigt là où ça fait mal. La question sur une éventuelle grossesse, ça se fait juste pas, quoi. Et puis, à la fin, je ne sais pas si je peux qualifier Gaylis de bienveillante, puisqu'elle met en garde Claire sur le fait que les Highlands ne sont pas un endroit pour une femme seule. Donc, est-ce qu'elle a senti que Claire partait? Sans doute. Enfin, voilà pour le premier caillou dans la chaussure. Ensuite, Claire, au moment où elle souhaite voler un couteau dans la cuisine, elle fait face à Madame Fitz, qui, dans toute sa bonhomie, lui propose de lui trouver une belle robe pour la cérémonie du soir. Alors finalement, Claire s'accommode de l'intervention de Madame Fitz. On est dans ses pensées, dans sa voix off, puisqu'elle trouve que finalement d'être escortée par Madame Fitz lors de cette soirée est une bonne chose. Ensuite, au moment où Claire vraiment décide de s'échapper, elle tombe nez à nez avec Lyrie, qui lui demande une potion. Enfin bref, elle se débarrasse tant bien que mal de Lyrie. Et puis encore un autre obstacle sur sa route, mais donc ce sont les hommes du clan Mackenzie qui sont éméchés dans les couloirs et qui s'en prennent physiquement à elle. Donc elle s'en sort grâce à Dougal, mais qui lui aussi finalement barre la route et puis l'empêche d'avancer, est obligé de l'assommer. Et enfin, elle fait face à Jimmy qui critique carrément son plan d'évasion et qui essaye, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, qui essaye de faire comprendre à Claire que son plan n'est pas si bon que ça et que c'est vraiment pas le bon jour pour partir. Donc là, il l'empêche sans doute de faire une grosse bêtise. Alors néanmoins... on sent, dans cet épisode, que Claire a pris son destin en main. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la secourir. Elle est pleine de ressources et elle y va. Et au final, dans l'épisode, à la fin, elle n'est plus dans le château, elle n'est plus à Castle Leor. Elle part. Alors, c'est pas conforme à son plan, mais elle le dit d'ailleurs, enfin, elle peut respirer librement pour la première fois depuis de nombreuses semaines. Donc, même si ce n'était pas son plan initial, finalement, objectif accompli. Et ça fait du bien, parce que ça fait 3 épisodes où elle nous dit qu'elle veut partir, et là, enfin, elle peut. Donc, on attend la suite avec impatience. Mon zoom suivant porte sur le maniement de l'humour dans la série. Alors j'en ai déjà parlé un peu en pointillé ici et là, mais là je voulais vraiment faire un focus parce que je trouve que l'humour apporte une respiration dans cette série qui est quand même plutôt dramatique.
Il y a beaucoup de personnages qui manient l'humour, et je l'ai déjà soulevé. Donc il y a Claire, bien sûr, qui c'est un peu une pince sans rire. Enfin, voilà, elle a toujours un bon mot. Ici, dans l'épisode, on découvre Murtock. Alors, c'est pas tout à fait de l'humour franc, mais c'est sur un ton bougon. J'ai bien aimé cette réplique qu'il fait à Claire lorsqu'elle lui dit « Oh, mais tout est de ma faute, finalement ». Eh bien oui, c'est de ta faute. Jamie aussi a beaucoup d'humour, et même dans des situations délicates, et j'aurais même tendance à dire surtout dans des situations délicates. Et pour la première fois dans cette série, enfin dans cette saison, on l'entend rire franchement lorsque Claire lui raconte la scène où elle a dû assommer Dougal. C'est un rire franc, ça fait plaisir. Il y a une scène d'humour là dans cet épisode entre Diana Gabaldon et Madame Fitz. Et puis, ce qui donne vraiment la caution humoristique de cette série, c'est le binôme qui est formé par Rupert et Angus. C'est un couple qui se révèle vraiment dans cet épisode, qui est très divertissant. Le potentiel comique de ce duo est énorme. C'est de l'humour potache, graveleux. Mais ils sont drôles, pas uniquement dans leurs mots et dans leurs textes, ils sont drôles dans leurs attitudes, cette façon que Rupert a de suivre Claire, mais d'avoir toujours un train de retard, la façon dont ils pochetronnent tous les deux. Enfin, vraiment, ces deux-là, c'est super malicieux de les avoir intégrés et d'avoir développé leurs personnages à l'écran. Ils sont beaucoup plus en retrait dans le roman de Diana. Et d'ailleurs, si vous voulez lire quelque chose de vraiment sympa au sujet de ce duo-là, vous pouvez aller lire le billet qu'a fait Delphine Robillard, qui est disponible sur le site, le blog d'Inafash Sassenard. Elle a fait une super analyse. Je vous conseille. À la lumière de cet épisode, j'ai aussi envie de vous parler du personnage de Dougal, de sa personnalité. Et ce qu'on avait déjà relevé dans les épisodes précédents, c'est que c'est un personnage qui est assez autoritaire, fier, qui peut être agressif. Alors, il y a également la rivalité avec son frère, indéniablement. Néanmoins, là, dans cet épisode, on sent qu'il respecte son frère, qu'il lui reconnaît sa position de lord. J'ai néanmoins un petit doute. Lorsqu'on le voit aller boire à sa gourde juste après avoir bu au calice de Colum, je me demande quel sens on doit donner à cette petite scène. Est-ce que c'est une manière de se rincer la bouche et de renier ce qu'il vient de faire, ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'a bu qu'une gorgée au calice et qu'il a besoin de se remettre de ses émotions? Je ne sais pas. Comment vous l'interprétez, vous, ce passage? Ça m'intéresserait de savoir. Je l'ai dit, Dougal est également assez agressif. Dans la scène où il est dans les couloirs et il renvoie les hommes du clan de manière assez autoritaire d'ailleurs, il se fait respecter. Mais alors, certes, dans cette scène, il est alcoolisé, donc il est menaçant, il a un comportement inapproprié, un peu dégoûtant d'ailleurs. Mais à un moment donné, il a la possibilité de prendre le dessus sur Claire et il ne le fait pas. Alors pourquoi? Est-ce qu'il a peur des représailles? C'est également énigmatique pour moi. Ce que l'on découvre également, c'est la rivalité qu'il a avec Jamie, les regards qu'il lui lance lorsque Jamie arrive dans la salle de l'Assemblée et qui, parallèlement à l'avancée de Jamie, il avance vers Colum pour se placer à ses côtés. On voit aussi cette rivalité lors du jeu de hockey. Alors c'est un jeu, c'est une bagarre, on se demande s'ils se battent pour se tuer ou pour avoir la balle. C'est très étrange. D'ailleurs, ce jeu, les règles sont sans doute écrites nulle part, puisque ça semble pas très fair-play tout ce jeu. On voit aussi cette rivalité aux commentaires que fait Jamie à Claire lorsqu'elle lui parle de son agression.
Et puis, alors une rivalité qui est née de la position des deux dans la famille. Donc, Jaime, neveu de Colum et de Dougal. Colum étant laird, s'il venait à disparaître, ce serait théoriquement Dougal, mais peut-être Jaime si des hommes préfèrent que ce soit lui. Mais on a l'impression que Jaime a passé une partie de son enfance avec son oncle Dougal, qui lui a appris des choses. Cet épisode est également l'occasion de toucher du doigt un peu d'humanité chez Dougal, et c'est dans la scène de la mort de Geordie. Humanité qu'on avait déjà un peu palpée dans l'épisode 2 lorsqu'il est en relation avec Hamish, le fils officiel de Colum. Donc cette scène d'après-chasse est assez émouvante parce qu'on voit un Dougal chagriné de perdre un ami. Il tient cet homme comme on tiendrait un enfant. On découvre un côté un peu tendre, doux et empathique. Ça donne une certaine dimension, une épaisseur à son personnage. Cette scène est longue, vraiment, on passe du temps sur la mort d'un personnage qui est insignifiant, désolé pour lui, mais je pense que justement le temps passé sur cette scène a ce seul objectif de montrer que Dougal n'est pas juste une brute épaisse qui est là pour se battre. Il est confronté à des choix à faire. Et là, on le ressent très bien. Et enfin, on sent aussi que son regard vis-à-vis de Claire évolue au cours de cet épisode. Il ne lui fait toujours pas confiance. La façon dont il a de lui dire « Vous avez déjà vu des hommes mourir avant », il sent qu'il y a un truc avec cette femme. Il ne sait toujours pas quoi, mais il ne lui fait pas confiance. Et d'ailleurs, la scène finale où il lui propose, ou plutôt il lui impose de partir avec lui, ça c'est sans doute pour l'avoir toujours sous la main et à portée de ses yeux. Je souhaitais également faire un focus sur la cérémonie du serment d'allégeance, The Gathering, en version originale. Et cet épisode est, avec le précédent d'ailleurs, une manière de nous ancrer dans les coutumes et les traditions des Highlands au XVIIIe siècle. Ça nous ramène à l'histoire des clans, à l'histoire des lairds. Et c'est à travers la traduction et à travers la bouche de Murtagh qu'on apprend beaucoup de choses sur le sens de cette cérémonie du serment d'allégeance. Et on comprend aussi pourquoi Jaime est caché la majeure partie de l'épisode. On en apprend un peu plus sur lui, sur ce qu'il est, sur son intelligence aussi, puisque au final, lorsque Jaime finit par faire face à Colum, on le découvre. On découvre un discours qui a l'air d'avoir été réfléchi, et pourtant je me questionne, je me demande s'il n'a pas tout improvisé au moment où il était dans la queue pour attendre son tour, pour passer devant Colum. Il n'y avait que 3-4 personnes qui savaient qu'il se cachait, Dougal, Colum, Murtagh et le vieil Alec, celui des écuries. On découvre que Jaime est quelqu'un de finalement assez isolé et qu'il trouve protection dans le château des Mackenzie, mais ce n'est pas son contrepartie. Il n'est nulle part chez lui. On ne connaît toujours pas le nom de son clan. Mais ce qu'on parvient quand même à sentir dans l'épisode, c'est que Murtagh ne ferait probablement pas non plus partie du clan des Mackenzie, puisqu'il ne prête pas allégeance à Colum. On découvre aussi beaucoup mieux les relations et la rivalité entre Dougal et Colum, même si là, évidemment, Dougal prête allégeance à son frère. On découvre, je trouve, avec un peu plus de lumière, le tartan des Mackenzie, et puis la jolie broche qui porte
la devise du clan Mackenzie, je brille, mais je ne brûle pas. Alors toute la scène du discours de Colum est en gaélique, donc là aussi on retrouve l'usage du gaélique qu'on avait déjà pu appréhender dans les épisodes précédents. Donc Colum prononce son discours, d'ailleurs il harangue les foules, on sent vraiment là que c'est un chef qui est respecté, qui est capable d'emporter la foule avec lui. C'est Murtock qui traduit. Et en revanche, le choix a été fait là par les scénaristes d'utiliser l'anglais pour les serments de tous les hommes qui se présentent devant Colum. Et autre chose, en marge du gathering et de ces cérémonies, c'est la chasse. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Et puis les différents jeux. Et là, on découvre un jeu de hockey sur gazon. Alors pour avoir été en Écosse, moi, ça m'a fait penser aux Highland Games, qui sont probablement inspirés de ces cérémonies de gathering, une sorte de fête de village où tout le monde se retrouve, joue, boit, mange. Enfin, c'est la fête. Comme vous le savez, j'aime beaucoup relever les différences, petites et grandes, qu'il y a entre le roman et la série télé. Alors dans cet épisode, il y a quelques différences, pas majeures, ce qui ne modifie pas complètement l'avancée des événements. Alors d'abord, j'observe des changements dans l'ordre des événements, justement, mais c'est plutôt judicieux puisque ça permet d'augmenter la tension dramatique que l'on ressent pour Claire. Autre détail quasi insignifiant, à un moment donné, Claire dit qu'elle a vécu en Irlande avec son oncle Lumb. C'est pas du tout dans le livre. Alors est-ce que les scénaristes ont cherché à justifier à un moment donné l'accent irlandais de l'actrice dans la version originale? Peut-être que c'est ce qui justifie cette petite mention à l'Irlande. Alors avant de vous parler des différences, je voulais pour une fois vous parler des fortes ressemblances, et ça se ressent notamment dans les dialogues, dans certains dialogues. Et ce que j'ai adoré retrouver quasiment textuellement dans cet épisode, c'est le passage où Claire soigne le blessé de la chasse au sanglier et où elle dit que Dougal finalement est en train de lui offrir une meilleure mort, sous le ciel, etc. C'est quasiment exactement les mêmes mots qui sont employés par Diana dans le livre. Et la deuxième ressemblance très forte, c'est le serment d'allégeance et les mots que prononce Dougal vers Colum. Là également, si vous relisez le passage, c'est quasiment du mot pour mot. Donc ça, c'est chouette à retrouver quand on est à la fois lecteur et spectateur. Alors, ensuite, pour parler vraiment des différences, la scène où Dougal et d'autres hommes du clan Mackenzie sont dans les couloirs et agressent Claire ne se passe pas tout à fait de la même façon. Dans le roman, dans un premier temps, Claire parvient à se débarrasser des premiers assaillants, enlève ses chaussures et en profite pour s'échapper, mais c'est un peu plus loin dans le couloir qu'elle rencontre Dougal. Et là, par contre, la scène entre Claire et Dougal est quasi identique à la série. Et donc pour poursuivre avec les différences, ce qui m'a manqué dans le discours de Jaime à Colum, donc à la place de l'allégeance, c'est la réponse de Colum après la déclaration de Jaime. Où je vous mets l'extrait là pour que vous puissiez le lire. Alors visuellement dans la série ça a été remplacé par un très joli sourire de Colum. Finalement c'est bien aussi, mais voilà, j'aurais bien aimé lire, enfin pas lire mais entendre la réponse de Colum parce qu'elle était bien écrite.
Différence minime, lors de la scène de la chasse, donc le sanglier est abattu par Dougal, c'est également le cas dans le roman. Par contre, c'est pas avec un fusil qu'il est abattu, c'est avec une lance, et la scène est beaucoup plus détaillée, et on ressent toute la force et la puissance du Highlander combatif dans cette petite séquence dans le roman. C'est pas retraduit aussi bien à l'écran. Et dernière différence que je souhaitais pointer, bien évidemment, il y en a certainement d'autres, c'est l'annonce du départ de Dougal et ses motivations à emmener Claire donc dans la série. Donc, on sent que Dougal a envie de surveiller Claire de très près, donc il l'emmène avec lui. Dans le roman, il explique à Claire qu'il souhaite l'emmener pour pouvoir la déposer à Fort William. Alors évidemment, elle doute de ses motivations réelles, néanmoins c'est ce qui lui donne comme raison. Ma vidéo touche à sa fin et pourtant il y a encore tant d'autres choses que j'aurais aimé évoquer. Et en vrac, il y a la mystérieuse broche de Gaylis, regardez plutôt, la devise du clan de Jaime, dont on ne connaît pas le nom, mais qui est en français. Donc ça, ce sont deux petits détails que je développe sur mon site internet, n'hésitez pas à aller voir. Photo à la pluie, la présence d'une scène avec les enfants, c'est très rare dans la série. La scène d'ouverture où l'on voit que Claire est poursuivie et où vraiment on croit qu'elle est pourchassée et que ça y est, elle a mis son plan de fuite à exécution. Et puis, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que cet épisode est vraiment complexe d'un point de vue scénaristique. On ressent la complexité des clans, l'organisation politique des Highlands au XVIIIe siècle. On sent aussi la complexité de Jaime, de son personnage, de ce qu'il est, de son passé. Et pour finir, Claire est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est hors du château. Donc on sent que c'est un tournant dans la saison. D'autres choses vont pouvoir se passer. Est-ce qu'elle va réussir à retourner aux pierres? Comment elle va faire? Qu'est-ce que c'est que ce voyage, ce départ de Dougal avec des hommes du clan? Tout ça sera à découvrir dans les épisodes précédents, je pense, avec beaucoup de bonheur. Pour finir, je vous invite évidemment à continuer à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, à venir voir ma page Facebook, à me laisser des commentaires. Vraiment, j'insiste, mais c'est très très riche pour moi et étant fan de la série, sans doute comme vous, ça nourrit nos échanges et c'est toujours très plaisant de discuter autour d'un thème qu'on adore. Je vous dis à bientôt.